à tous. Salut, bienvenue dans la Game Zone spéciale E3 consacrée aux jeux de stratégie. Ouais, en fait, les gens ils comprennent depuis le début de la semaine que c'est spécial E3 parce que c'est sur le générique. Oui, bah, je le répète quand même. Non, mais on le répète, mais on est bête. Bon, bref, une spéciale stratégie, comme on l'a dit. Et pour nous accompagner, nous avons Gollum et Thierry. Ça va, les amis? Bonjour tout le monde, bonjour. ça va bien. Bon, c'est cool. Et bien sûr, Magic Julien qui est avec nous, ça va bien? Salut, ça va bien. Bah oui, j'ai eu une grosse crise de fou rire il n'y a pas longtemps, puisque le spécialiste qui va vous parler d'un jeu qu'il adore s'est fait reprendre par la cadreuse qui lui a appris des choses qu'il ne savait pas. D'un autre côté, c'est vraiment un truc, c'est entre les nerds et les ultra nerds. Donc je suis juste un nerd, j'avais pas fait gaffe qu'au niveau des Pikmin, alors le Pikmin jaune il a des oreilles, le Pikmin rouge il a un nez, le Pikmin bleu il a une bouche. J'avais pas fait gaffe dans le détail parce que moi je suis à fond dans les Pikmin. Les Pikmin je les protège en tant que quantité, en tant que race. Tu vois, c'est mes amis. À part les Pikmin, on va parler d'Advance Wars, on va parler des Sims. Et puis on aura la vidéo qui tue, qui déchire tout. C'est quoi? J'adore la fatalité. C'est quoi, Julie? C'est quoi, de Zelda. Ah, Zelda, mais oui, la vidéo qui déchire tout, c'est vrai. Bah, beaucoup de gens ont réclamé. Allez, un coup pour l'arbre, pour la passe. J'avais rien fait. Tu fais le ménage ou pas? Non, c'est bon. Allez, on va parler des jeux de stratégie et on commence avec le jeu qui fait polémique ici parce qu'avant cette émission, c'est vrai, tu ne savais pas que les Pikmin avaient des yeux. J'avais pas fait attention. On avait tous mis Thierry sur un piédestal. Sachant qu'avant, la dégringolade. Sachant que juste avant, Thierry fait le spécialiste des Pikmin. C'est moi. Le spécialiste des Pikmin, c'est incontestablement moi. Bon, allez, on balance les images. C'est une évidence. Donc, quand on a Pikmin 2 à vous présenter, et évidemment, le jeu est sorti au Japon, il devrait pas tarder. Donc, on espère qu'il sortira pour cette fin d'année en France. Et donc, la cadreuse se marre, ça m'énerve. Mais bon, donc, cette fois-ci, il y a d'autres Pikmin, il y a deux nouvelles races de Pikmin. Alors, je ne sais pas s'ils ont une bouche, 3 yeux ou quoi que ce soit. Mais par contre, je connais leur pouvoir. Le Pikmin violet, par exemple, c'est un peu le Pikmin sumo. Donc il est capable, il a la force de 10 Pikmin rouges, ou bleus, etc. Parce que c'est vrai que sur les détails physiques, je ne les connais pas parfaitement. Mais sinon, pour le reste, je connais toutes leurs spécificités et leurs particularités en tant qu'individu. Mais sinon, je ne m'arrête pas au physique, contrairement à notre cadreuse. Non, mais c'est vrai. Regardez, donc c'est vrai qu'on regarde comme ça là. C'est pas si évident que ça de voir s'ils ont des yeux ou des oreilles. Donc ensuite, il y a le Pikmin violet qui a la force de 10 Pikmin. Donc évidemment, il est beaucoup plus facile ensuite de transporter des objets. Il y a certains objets qui nécessitent par exemple 120 Pikmin pour le porter. Sachant que sur l'écran, on ne peut avoir que 100 Pikmin. Donc du coup, comment fait-on? On prend 10 Pikmin violets et une vingtaine de Pikmin rouges ou d'une autre couleur. On a aussi la possibilité avec ce jeu-là de diriger les Pikmin blancs. Les Pikmin blancs, eux, sont tout petits, ressemblent un peu à des gremlins et ont la faculté en fait, de résister au poison. Donc, ils ont des yeux, des oreilles. J'en sais rien. Ensuite, il y a des zones spécifiques où on ne peut pas donc s'approcher réellement. D'un autre côté, pour ma défense, je suis persuadé que dans le jeu, à mon avis, on ne voit pas ces petits détails concernant la bouche, le nez et les oreilles, et c'est uniquement sur les artworks fournis avec le jeu. Mais toi qui bénis la jaquette tous les soirs avant d'aller te coucher, tu aurais dû le voir quand même. On appelle ça un spécialiste des Pikmin. Je bénis ma télé. Thierry, rappelle-nous combien d'heures de jeu sur le premier Pikmin? J'avais fini le jeu, quoi. Ouais. 2 fois. Ok. Donc à peu près. Bon, on a une date de sortie pour ce Pikmin 2. On a une date de sortie, ça devrait sortir donc en fin d'année. Je rappelle Pikmin 2, évidemment, mode coopératif. On a la possibilité de jouer 2 capitaines et donc de faire des équipes de Pikmin différentes. C'est-à-dire, on dirige une équipe de Pikmin avec un capitaine, clac, bouton X, on passe à l'autre capitaine. Et donc, très rapidement, en une journée, on peut faire beaucoup plus de choses. Et c'est toujours, donc, évidemment, sur 30 jours, mais 30 jours avec 2 personnages. Pas mal. Alors, c'est un peu plus facile. Non, les stratégies sont plus complexes. En fait, il y a beaucoup plus de choses à faire. Il faut beaucoup mieux s'organiser de manière à récupérer un maximum d'objets en une journée. Parce qu'évidemment, le niveau de difficulté est augmenté. Parce qu'on a 2 capitaines maintenant. J'ai quand même une dernière question existentielle. Est-ce qu'on peut toujours noyer les Pikmin? Non. On n'a pas le droit de noyer les Pikmin. Les Pikmin bleus peuvent aller dans l'eau, tu utilises les Pikmin bleus pour aller dans l'eau. Ensuite, tu les noies pas. Tous les autres? C'est comme ça, c'est fun. Non, le Pikmin est en voie de disparition, on ne peut pas faire ce genre de choses. Les Pikmin, c'est comme les Yuki. Pikmin 2, c'est fin d'année sur GameCube exclusivement. Alors maintenant, on enchaîne sur un jeu que j'attends énormément aussi sur GameCube, c'est Advance Wars. Est-ce qu'ils ont des oreilles, là, les Advance Wars? Honnêtement, moi, j'ai jamais prétendu que j'étais le spécialiste de l'Advance Wars en même temps. D'un autre côté, tu peux pas te tromper, c'est des hommes. Donc a priori, Voilà, donc a priori, ils ont des oreilles. Ouais. Donc on va vous montrer les images de ce Advance Wars GameCube cette fois-ci, qui ambitionne d'avoir à la fois un gameplay orienté relativement action, avec le système tactique que tu aimes, je crois, un tout petit peu. Qui est sur Game Boy Advance à l'origine. Le jeu qui fait 300 heures de durée de vie, que tu as terminé 40 fois. Même plus que 300 heures, c'est illimité. T'es carrément gravement à fond. Il n'y a pas encore de date de sortie précise, si ce n'est l'année 2005, donc on a encore le temps de voir venir. Il était jouable à l'E3. Alors c'est assez bizarre à prendre en main, parce qu'en fait le système de tir est entièrement automatique. Et par exemple, on peut être à pied ou dans des véhicules, comme vous pouvez le voir là. Et pareil, on va uniquement déplacer le véhicule. La tourelle va aller où elle veut. C'est assez désorientant.
D'accord, Parce c'est que- bizarre, j'ai du mal, moi qui connais la version Game Boy Advance, j'ai du mal à comprendre dans quelle direction ils vont aller avec cette version. Bah, je sais pas trop non plus. Véritablement, je sais pas trop non plus parce que c'est vrai que on jouait beaucoup sur le côté stratégique et là, comme tu vois, tout ce qui monte dans la version, c'est je tire, je fight, j'explose quoi. Donc la version qu'on a vue à l'E3 en plus était très loin d'être terminée. Donc il y avait encore assez peu justement de gestion tactique. Il y avait essentiellement la prise en main 3D. Donc, comme je vous dis, ça se conduit plutôt bien, mais c'est vrai qu'on est assez dubitatif. On va pas dire Mais que. parfois, ils montrent des choses un peu trop tôt, Nintendo, je trouve. Star Fox, le jeu qu'ils avaient présenté l'année dernière, qui était très décevant. Apparemment, il est un petit peu mieux cette année. Le 1080 Avalanche, il l'avait montré 2 ans en avance, il était très décevant aussi. Au final, oui. Donc c'est un peu bizarre. Mais d'ailleurs, ça, avant, c'était annoncé sous le nom de Cube Wars. Parce que c'était plus logique parce que Advance Wars, Voilà. GameCube. Ouais, c'est un peu bizarre. Ok mais les bon. copains, si vous voulez. Enfin donc je vous dis, hein, c'est évidemment une exclusivité GameCube. Il n'y a pas de date de sortie précise, si ce n'est 2005, donc on a le temps de voir venir. Ok. À l'E3 a été présentée également la nouvelle version des Sims sur Ah oui, PC. et bien, là, ça. carrément, et les Sims vont faire là vraiment leur révolution, c'est clair. Les Sims, c'est le jeu sur PC le plus vendu au monde. C'était le carton absolu. Mais c'était un petit peu austère, c'était en 2D, c'était pas très joli, mais on pouvait faire beaucoup de choses. Et ben là, on peut faire encore plus de choses, et en plus, c'est encore plus beau. Regardez tout de suite. Premier changement notable, le passage à la 3D intégrale. Alors avec la 3D, on peut faire des trucs très sympathiques, avoir des personnages pleins de charisme, par exemple. Et il y a par exemple un mode qui s'appelle le Street Sim. Ah si, il a créé votre sim. Oui, c'est un petit peu ça. Justement, vous pouvez créer vraiment tous les aspects du visage, du corps, etc. pour faire vraiment votre avatar parfait. Là, ce qu'on voit aussi, c'est un scientifique qui analyse en fait l'ADN de votre sim mort. Pourquoi? Eh bien parce que maintenant, on va pas gérer une seule vie de sim, on va vivre. Il est en train de chercher, il chope son ADN en fait. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir transmettre vos caractéristiques physiques, mentales, sociologiques, un petit peu, parce que à vos enfants. Parce que vous allez vivre quand vous êtes jeune. Julia et Tommy. Pareil. Oui, mais ça pourrait C'est pas être vos enfants. Parce que ce qui est très bien, c'est qu'il y a l'hérédité qui est pris en compte aussi. Du coup, avec l'hérédité, vous allez pouvoir transmettre tous ces éléments. Donc après, bien sûr, on retrouve toutes ces Ça, on dirait. petits batifolages qui font le pigment des Sims normaux. Donc c'est beaucoup plus riche, ils sont plus intelligents, ils ont vraiment renforcé l'intelligence artificielle. Il paraît qu'il y aura pas mal de parcs, de verdure, non Oui, bah ça après ça c'est plus du détail au niveau esthétique sur les environnements, etc. Tu pourras aller te Mais balader un peu à l'extérieur. beaucoup plus, oui, ça c'est sûr. Mais surtout l'élément sur lequel ils se focalisent vraiment, c'est sur l'aspect vraiment sociologique du personnage, par beaucoup plus de variété et surtout l'ambition qu'ils ont, c'est de vous faire marier avec un autre sim, d'avoir des enfants et de vivre votre aventure à travers plusieurs générations. Génial, de créer une famille. Exactement, de mais c'est ça, dynastie. c'est ça. Et chaque fois de transmettre un petit peu de votre hérédité en fonction des éléments que vous avez fait dans votre première vie, puis dans votre seconde, puis dans votre troisième, etc. Et du coup, on pourrait avoir des trucs vraiment sympathiques, parce qu'on peut imaginer le père super bourru qui donne un enfant encore plus relou, etc., etc. Et du coup, d'essayer de le faire changer la lignée de la famille pour qu'elle soit un petit peu plus classe à la fin quand même. C'est à espérer, c'est pas comme plus vieux. Enfin, Oh Ah, Flo, t'as vu Moi, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Ta petite date de sortie pour Oui, Sims alors 2. normalement c'est vers. Pour l'instant, ils donnent une date qui n'est pas une date. Ils disent early 2K4, qui veut dire début 2004. Mais début 2004, on y est déjà depuis pas mal de temps et le jeu n'est pas encore sorti. Donc a priori, c'est peut-être courant de l'été, etc. C'est pas encore très précis. Bon, on attend Mais ça s'annonce pas mal. prochainement. Bon, on Sur PC, bien sûr. Bien Uniquement sûr, sur ouais. Parce qu'après, le test, on parlera justement des Sims 2 sur console. D'accord. Si ça te fait plaisir. On va voir le test. Le périmètre, donc sur PC, c'est un test plutôt original. On se regarde le test. Et juste après, on parlera de Je Herbs. savais même pas, moi, tu vois. D'accord. Rien à apprendre. Qui fait la news? Magic, réveille-toi. Et le pauvre, il a le décalage horaire. Allez, on regarde le test et après, on revient. Enfin, décalage horaire, ça fait longtemps que t'es arrivé, hein, depuis mardi. Le monde tel que nous le connaissons n'est plus. Voyageant par le biais d'immenses portiques dimensionnels, d'énormes métropoles se déplacent dans l'espace, en quête d'une terre d'accueil à coloniser. Mais la belle unité d'antan n'est plus qu'un souvenir. Des divisions au sein des colons se sont fait jour, et c'est désormais la guerre. Les RTS sont légion sur PC, et bien peu peuvent se targuer d'innover en la matière. Alors quand un obscur développeur russe prétend rénover le genre, la surprise cède rapidement le pas au scepticisme. Pourtant, c'est vrai que Perimeter est original à plus d'un titre. La première trouvaille est l'intégration du terraformage dans le gameplay. Le refaçonner du relief est en effet l'unique moyen pour se procurer de l'énergie, une ressource essentielle pour produire de nouvelles unités, construire des bases et les protéger par des champs de force.
Des dômes sont chargés de protéger vos bâtiments des attaques répétées des scourges. Ces ennemis sortent de terre et se révèlent de différentes natures. Ça peut être des créatures rampantes, comme des insectes volants. Bien entendu, plus on contrôle de territoire et plus on dispose d'une réserve d'énergie importante, ce qui ouvre toute une batterie d'options tactiques nouvelles en fonction de son avancement dans le développement. Car l'originalité de Perimeter ne se résume pas à modifier le terrain. L'intégration de la nanomorphologie ouvre également de nouvelles perspectives tactiques et l'opportunité d'adapter ces unités combattantes à une situation donnée. Il existe 3 différentes factions, chacune d'entre elles possède ses propres unités, des tactiques spécifiques ainsi que des armes uniques. Et on recense 3 types d'unités basiques pour chaque faction. Il y a les soldats, les officiers et les techniciens. Grâce à la nanomorphologie, ces dernières peuvent donc être combinées à n'importe quel moment pour obtenir de nouvelles unités plus puissantes comme les tanks ou bien spécialisées avec les snipers. Plusieurs scénarios sont aussi susceptibles de voir le jour lors des combats. Le champ de bataille par exemple est en constante évolution sous l'effet de catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre ou encore des volcans entrant en éruption. Outre un mode campagne et un mode escarmouche, le jeu propose un mode multijoueur permettant à 4 personnes de s'affronter en LAN ou via internet. Les parties en réseau se résument le plus souvent à une course contre la montre puisqu'il s'agit de terraformer le plus rapidement possible afin de prendre de court ses adversaires. Perimeter parvient donc à innover dans un monde très concurrentiel dans lequel la plupart des développeurs se plagient les uns les autres. Le problème est que cette originalité a pour effet de nous faire perdre tous nos repères. Et comme l'interface n'est pas des plus intuitives, il faut une bonne dose de courage pour se familiariser avec les commandes et les différentes unités. Pour le moins déroutant, le mode campagne propose de son côté des missions aux objectifs pas toujours très clairs et ce même pour les initiés, rompus au RTS de toutes sortes. Bref, vous l'avez compris, il s'agit d'un titre qui se destine à une communauté très restreinte. De retour sur le plateau pour parler justement des Sims sur console, la suite, c'est ça, c'est les Sims 2 sur console, Oui, Julie. c'est ça, The Herbs. Ouais, je suis un petit peu enquiquiné, j'avais pas vu sur le conducteur que lui aussi parlait des Sims, du coup il m'a chouré à peu près toutes mes infos. Ça va être un peu compliqué les copains. Mais il y a aussi peu de différence entre la version PC et Alors il console. y a une différence fondamentale, on va vous montrer les petites images pour que vous puissiez juger par vous-même. C'est que bon, les Sims jusqu'à présent c'était un petit peu des gens cool qui vivaient à la campagne dans les suburbs quoi. Et là maintenant les Sims Dans les sont trop banlieues. jeunes quoi. Trop jeunes ces Sims, ils vont en ville complètement quoi. urbain. The Herbs en fait c'est comme The Urban, ceux qui vivent dans la ville. D'accord. Ok, donc maintenant ils vivent dans la ville, on vit avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on gère les cycles de sommeil, etc. Mais on les emmène aussi au boulot. Il y a un mec qui a mal au bras là, visiblement. Ah oui. Mais ça n'a rien à voir avec les Sims 2 sur console, c'est The Herbs, c'est un jeu à part entière. C'est The Herbs, mais c'est quand même un Sims. C'est quand même un Sims. Grosso Et merdo, sur console, pas sur PC. il est, et c'est Electronic Arts, ça sort un peu partout. hein. Pas de problème. D'accord. Un jour, ils sortiront une C'est console aussi Electronic Maxis Arts, qui ils les font leur jeu sur leur J'en ai pas console. la moindre idée, honnêtement. Donc Le but c'est truc, d'être comme- fashion, c'est ça, il y a un truc comme ça. c'est de vivre comme on vit d'habitude, sauf que là, je te dis en plus, le petit truc, c'est qu'on les emmène au boulot. T'imagines Et du coup, Julie le quand on est au rêve, boulot, un jeu où tu peux faire du shopping. Oh, Énorme. Un jeu où tu peux te faire une frange. Je vais essayer de finir ma phrase avant la fin de cette année. Ok. Vas-y. Donc c'est un jeu avec où l'on emmène ses C'est herbs exact au boulot total. et ah, bien, Ouais, laisse-le finir. Alors oui, on peut faire quoi? on peut les emmener au boulot pour la 8e fois. Et une fois qu'ils sont au boulot, ça y est, je la continue. Il y a des mini-jeux qui permettent de varier un petit peu le gameplay, puisque le travail, quel que soit celui que vous aurez choisi, entraînera un mini-jeu. Julie a l'air passionnée. Un mini-jeu, c'est-à-dire tu joues au travail, un peu comme nous. Ok, Un peu comme toi, on en d'accord. apprend de belles parce que moi je joue pas au travail. Franchement, Game One, on fait que de bosser. Quand hein. tu testes les Moi, je fais jeux, que tu bosser. joues pas. Ah, c'est du boulot. D'accord, t'auras des Joue à mini-jeux. Pikmin. Tout nouveau moteur, sortie prévue pour l'automne. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, fallait pas venir ici, puisqu'ils m'ont tout le temps interrompu. Fallait pas venir, Fallait pas les inviter, ceux-là. Hein. Vous m'énervez. Je savais pas l'inviter, Bon, on Magic. change on passe à la romantique tout de suite, Thierry. Avec Rome Total War, qui fait partie de la grande série avec les Medieval Total War, les Shogun Total War, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un grand jeu de stratégie sur PC. C'est Activision qui se charge de la distribution. On a des images à vous présenter. Et là, c'est vraiment dans les thématiques un peu gladiator. Donc c'est le principe du jeu, c'est que vous avez des armées complètement immenses. Donc une armée dans ce jeu-là, ça veut dire 10 000 soldats, 10 000 soldats affichés à l'écran
tous j'ai en même motion temps. capturés et tous entièrement en 3D et animés donc avec la motion capture. C'est carrément spectaculaire en termes de moteur 3D, on n'avait jamais vu ça. Attends, c'est sacrément impressionnant. C'est énorme, c'est énorme. Et dans le jeu là, donc on a la possibilité, donc c'est une des grosses spécificités, c'est en fait de prendre d'assaut des forteresses. Et en prenant d'assaut ces forteresses, en fait, on a plein de possibilités. On a utilisé des catapultes pour faire tomber les murs. On a également, donc évidemment pour se défendre, eux ils peuvent jeter de l'huile bouillante. On peut utiliser ces sortes d'échelles. Là, c'est du gameplay. Énorme, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Les échelles des orques qui vont s'accrocher Avec comme les ça au mur, Ouais. avec également les tours qui se rapprochent tout doucement de manière à pouvoir envahir ensuite la forteresse. Tout ça, vous l'avez dans le jeu. Et tout ça, c'est en temps réel en 3D. Et donc on a plein de possibilités. On peut commander les armées, les légions romaines, les phalanges grecques, les ordres barbares, les armées de Carthage, d'Égypte, etc. Donc on a évidemment avec plein de spécificités également historiques qui ont été vachement respectées. On a une partie, c'est pas uniquement de la fight, on a aussi une petite partie en fait qui joue sur une carte globale où on peut vraiment faire un peu de diplomatie, lier des alliances avec d'autres pays et faire des échanges de manière à avoir plus d'unités et plus d'argent, et donc des armées encore plus grandes. L'objectif étant évidemment de devenir l'empereur. Donc de maîtriser un maximum de territoire. Ça a l'air pas mal. Hein. Et C'était donc, des ah, images c'est- de gameplay qu'on C'est voyait. des vraiment. images de gameplay, c'est vraiment stupéfiant. Moi j'ai eu l'occasion de voir le jeu tourner, et il y a carrément longtemps, il y a presque 1 an maintenant, et déjà le moteur était époustouflant. Donc je n'ose pas imaginer ce qu'ils ont pu faire maintenant. Ah, ça a l'air bien. Et donc on a la possibilité de jouer jusqu'à 8 en LAN ou via Internet. Et donc imaginez, ça fait 8, ça fait 80 000. Je ne sais pas si c'est limité ou non en termes de nombre d'unités en multijoueur, mais a priori, potentiellement, ça pourrait faire 80 000 soldats en même temps, quoi. Ça fait C'est- bizarre une guerre avec 8 clans. Mais c'est énorme parce qu'en fait, tu les diriges des pas alliances. unité par unité, tu peux le faire, mais c'est vraiment par groupe d'unités. Et chacune, tu peux leur affecter des formations spécifiques, donc un peu comme dans 3 par exemple, on peut vraiment voir les soldats se protéger avec leurs boucliers et faire les formations. Je l'ai pas vu, qu'on connaît dans le Astérix 3, le Obélix. film, hein, bien sûr, il parlait. J'ai Très pas encore impressionnant. vu. Et ça reste vraiment, si vous aimez ce type de film épique, là, le jeu vous permet de jouer. Bon, c'est sur avec ça, PC, dans cet bien esprit-là. évidemment. C'est sur PC uniquement. Ok. Et pas de date de sortie. tu m'as dit. Et non, pas de date de sortie. A priori, on peut espérer une sortie fin 2004. Gollum, là, je te vois bouillir sur ton fauteuil, t'as envie de parler. Ah, j'ai envie de parler parce que j'ai envie de vous parler de Imperial Glory. Et je voyais le jeu de Thierry, je me disais, mais c'est marrant parce que mon jeu, c'est un peu la même chose, en un petit peu moins bien. Peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas Vas-y, encore, mais en tout cas en montre. moins spectaculaire, en tout cas dans le nombre d'unités, même si ça reste encore très très riche. Surtout, par contre, là où on se dit qu'a priori, ça pourrait être vraiment pas mal. Je crois que c'est pas la même époque quand même. C'est pas la même. Non, déjà ça commence au 19e siècle, Là, au tout c'est- début, avec les 5 grands empires, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, etc., qui s'affrontent. Le bon point, c'est que c'est développé par Pyro Studio. Et que Pyro Studio, eh ben, c'est pas des mauvais. C'est des Espagnols qui ont fait par exemple la série des Commandos. Et généralement, bah, c'était plutôt des bons titres. Donc on y croit Ils ont encore. fait Praetorians aussi. Praetorians, oui, qui était plus dans ce registre, effectivement, plus dans ce registre, c'était pas mal. Donc moi je suis estomaqué parce qu'il est donné toutes ces informations, c'est pareil, regardez, vous avez les cartes générales où vous devez disposer vos équipes, vos empires. Il y a aussi bien évidemment la gestion de la diplomatie, de la politique, du commerce, mais il y a aussi, il faut essayer d'implanter sa technologie dans les autres empires pour essayer de triompher. Il y a plus de 51 provinces à conquérir, il y a aussi des batailles qui se passent sur la mer, des batailles pareil. navales. C'est vraiment, ouais, c'est à peu près le même titre, franchement. Avec 29 campagnes marines, c'est vraiment hallucinant de voir à quel point ils ont essayé de reprendre toute la fibre historique. C'est-à-dire que tout ce que vous allez jouer, en fait, c'est un petit peu des éléments qui sont déjà passés. Les campagnes sont les mêmes, les lieux sont les mêmes. Alors bien évidemment, après, ils n'ont pas repris arbre par arbre, parce qu'on ne sait pas trop quoi ça ressemblait au 19e siècle, exactement dans la prairie, au fin fond du champ. Mais néanmoins, ils ont essayé de respecter ça. Donc il y a une vraie attention au niveau des armes, des costumes, des étendards. Tout ça, c'est vraiment pour les fanatiques d'histoire. Ils pourront revivre en fait leur plus grande guerre. Et d'ailleurs, je tiens à vous faire remarquer, vous êtes dans la grande game zone de la stratégie, etc. Vous allez voir, dans quelques minutes, on va vous parler d'un titre qui sera à peu près comme celui-là et comme le précédent. Vous allez voir, en ce moment, il y a eu les FPS Ça se ressemble. hein. en boucle, et bien là maintenant, il y a les jeux de stratégie en boucle. Bon. Vous allez voir, c'est génial. Bah écoute, on verra ça après la vidéo qu'on va passer, qui a été tellement réclamée. Eh ben, Hein qu'on la diffuse tout Voilà. de suite, là, De maintenant. Zelda. Alors rappelez-vous, avant Zelda, c'était comme ça. Ouais. Enfin, Link était comme ça dans le dernier Et vous Zelda. allez voir ce que ça donne, là. Et maintenant, j'ai- Enfin, pour voilà. 2005. Hein. Pour C'est la 2005 ou même plus tard. Comme Imperial Glory d'ailleurs, qui sort Voilà. sur PC en 2005, on l'avait. J'ai carrément été motion capturé pour faire Link par Miyamoto. Bien C'est lui qui sûr, m'a appelé. bien Regardez les C'est images faux. sont hallucinantes. Mégalo, non.
Allez, de retour dans cette Game Zone spéciale RTS, on continue avec The Settlers. T'es mort de rire. On se fait des petites blagues hors plateau, c'est pour ça. Alors, Le Settlers, c'est plus gestion que stratégie, mais vas-y. Ah bon? Bon courage. J'ai noté RTS sur ma fiche, ça commence bien. Ouais, c'est un peu. Bon, on va c'est vous mettre plus les mélangé. images. Allez, les images. Parce que j'ai quand même l'info qui tue, c'est que c'est un RTS qui a un petit moteur relativement sympathique dans l'ensemble, puisque vous avez déjà entendu parler de ce moteur, c'est le Renderware. ah bah oui. Le Renderware, c'est le moteur créé par Criterion, qui sert notamment sur Burnout 2. C'est le moteur Renderware. Et Pro Evolution Soccer. Mais C'est on vrai, n'en dirait pas plus. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Bah ça. voilà, c'est pour ça que je permets. Relou les cocos. Sontagneuse. Mais là, on voit bien que ça utilise le moteur. hein. Bah, Pas tout- mal. il faut comparer, c'est comparable, c'est un RTS, Joe. Tu voudrais quoi qu'ils aillent toute berzinque avec une barre de burn-out? Je sais pas, ouais, avec une bagnole comme ça qui marche. Et ils vont plus, vite t'as les tout- animaux, je sais pas si vous voyez, il y a des trucs qui animaux. font Des takedowns. Eh ben ça, monsieur, habitants. c'est Renderware. Sans Renderware, les animaux n'iraient pas aussi vite. Bon, soyons plus sérieux. Campagne de 20 missions dans un monde évidemment relativement médiéval. Il y a 7 royaumes à conquérir. Il y a 70 types de personnages différents. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Je vous donne des infos comme je les connais. Parce Est-ce que t'as un mode les Big RTS, Master Bah, c'est vraiment un jeu où tu as de la gestion de ressources. Alors que les deux jeux dont nous on a parlé, c'est vraiment de la gestion d'armées. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de les créer, tes armées sont déjà là et ensuite tu achètes tes unités. Et il y a un truc qui est relativement intéressant dans ce jeu, c'est le passage des saisons. Bon, ça c'est pas nouveau, mais par contre il a une véritable importance sur le déroulé du jeu. Exemple tout simple, s'il se met à neiger de façon énorme, Ouais. bah, ça va empêcher la progression. Vous allez pouvoir construire moins vite parce que bah, il fait froid, les ouvriers ne sont pas au travail à la même façon. Si vous êtes en plein milieu d'une guerre, bah, vous progresserez moins facilement puisque le terrain sera enneigé et qu'il faudra se frayer un chemin, etc. Ouais. Ça, c'est pas con du tout. C'est pas con du tout. C'est prévu donc évidemment sur PC. Pour la fin d'année, on ne peut pas être plus précis pour le moment. Ok. Ok, on passe à un autre RTS, Thierry. Armies of Exigo. Donc ça, c'est un petit nouveau. C'est un petit nouveau qui a été présenté à l'E3. Il s'agit d'un jeu Electronic Arts. On a des images également à vous présenter. C'est un RTS dans un univers fantasy. Et sa grosse particularité à ce jeu-là, c'est qu'on a la possibilité d'aller sous terre. Comme dans les Pikmin. Pikmin. Comme dans les Pikmin, exactement. qu'ils ont des Et yeux, donc des là, je oreilles. peux préciser, ils ont des yeux, ils ont des oreilles, ils ont des cheveux, etc. C'est normal. Parce qu'il y a je des sens- humains, des elfes, je sens une pointe des d'énervement dans chevaliers. ta voix, quand Ouais, un petit peu quand même. Et donc il y a les créatures du mal qui sont également là. Et donc pour évidemment le côté aller sous terre, ça permet des tas de stratégies carrément inédites dans ce type de jeu. C'est-à-dire qu'il y a une grosse forteresse, etc. Plutôt que d'aller péter les murs, maintenant on va creuser, on va passer en dessous et hop, on va surgir de l'intérieur. Tu peux faire effondrer les contreforts ou les choses comme ça? Ça, ils n'ont pas été jusque dans ce détail-là. Pourtant, le jeu, en effet, est prévu a priori pour fin 2004. Et donc, c'est Black Hole Entertainment qui le développe. C'est, comme je le disais, développé par Electronic Arts. On a une campagne qui est scindée en 3 parties. On a également la possibilité de jouer avec 4 modes de multijoueurs différents. Un mode mêlée, un mode arena, un mode mission et un mode free for all. Donc là où on peut faire absolument ce qu'on veut, on définit soi-même ses règles. On peut avoir jusqu'à 200 unités sur l'écran. On a 3 armées différentes. On a l'Empire, avec des chevaliers, des magiciens, des elfes. Les bêtes, avec des ogres, des trolls et des hommes lézards. Et on a les Fallen, donc qui sont en fait le côté obscur des différentes races proposées, avec des chevaliers déchus, des elfes noirs, et également des créatures qui viennent du dessous. Et des Nazgûl. Et je ne sais pas s'il y a les Nazgûl. Les Nazgûl, je crois que ça viendra après. On risque de parler d'un jeu de stratégie Lord of the Rings, me semble-t-il. Ça, on en a parlé déjà mercredi. Mercredi, on a un Eh fait. ouais. Mercredi, on en a parlé dans la spéciale Hollywood. On a fait mémoire, une petite Ah spéciale oui, Hollywood. c'est vrai, j'étais malade. T'étais pas là, c'est là. T'étais On pas là, c'était Cyril qui a fait. enchaîne avec Pikmin un 2. autre RTS, Wartime Command, Gollum. Oui, et qui est suivi de son petit titre après, alors, Europe en 1939 à 1945. C'est génial, ça se passe pendant les 6 années, les sombres années de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est pas très réjouissant. Là, on vous présente en fait la cinématique qui est absolument magnifique. Le jeu sera un petit peu plus différent puisque ça sera vraiment vu de dessus, c'est le RTS un peu classique, on va dire, dans sa mise en image. C'est très impressionnant. Ils ont fait un travail de recherche hallucinant. Il y a plus de 60 batailles radicalement précises, historiques, tout ce que vous voulez, tout est dedans. Genre, par exemple. Ah bah, genre, je vous parlais tout à l'heure ils n'avaient pas pu reconstituer, savoir si l'arbre, etc. Bah, là, ils le savent par des films d'époque, des cartographies des lieux en 1939 ou 45. Et là, ils l'ont vraiment refait. C'est-à-dire que là, c'est vraiment Arbre par arbre. quasiment. Donc ça part. Mais les arbres, c'était les mêmes en 40 qu'aujourd'hui. Ça dépend Sauf s'ils ont, peut-être, sauf s'ils ont été détruits. Donc on commence bien sûr par l'invasion de la Pologne en 1939-40. Après il y a bien sûr le débarquement, il y a la chute de l'Allemagne en 1945. On commence de un commandeur, qu'il soit des forces alliées ou allemands. Il y a plus de 60 batailles différentes, toutes les missions sont là. On peut diriger que ce soit les soldats ou aussi bien les véhicules, les tanks, les jeeps.
Enfin, c'est vraiment absolument riche. La Codemaster fait vraiment un gros travail de recherche au niveau de ce jeu. Ça reste, moi je n'ai pas suffisamment vu pour voir au niveau de l'interface si c'était moins austère que ce qu'on a l'habitude de voir parfois et que du coup ils essaient de le rendre un petit peu plus grand public dans son approche. Mais en tout cas, c'est vraiment très pointu pour les fans d'histoire. Merci Ok. Gollum pour toutes ces infos. On finit avec notre concours pour gagner des invitations pour l'exposition Game On qui se tient dans le cadre de l'île 2004. Comment fait-on faut pas habiter la Côte d'Azur, parce que sinon ça fait un petit peu. Non, bah on fait un petit voyage. Alors pour cela, le 0892 701 600. Ou par Minitel 36 15 code Game One. On vous souhaite un très bon week-end sur Game One bien sûr. Ouais, Ciao, plein de bisous. ciao tout le monde.